Golden Star, fier partenaire de KK Uncensored. Allez voir leur succursale. C'est lit ici. It's a good vibe. So, on vous attend tous. KK Uncensored, zéro fil, zéro censure, nom de vendredi. Avec vous, on veut remercier tous ceux qui supportent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez le petit bouton, pouf, vous allez être abonné. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, KK Uncensored, KK Calix, KK Show. On voudrait remercier Golden Star. Allez regarder leur succursale à Oka. Il y a la bouffe, il y a un bar. Un bon vibe, allez prendre votre chicha à l'autre bord. On veut aussi remercier Barbershop Précision qui rentre dans l'aventure. Leur barbershop est vraiment nice. Il faut une très belle chasse. C'est super professionnel. Vous avez des dates, vous avez un mariage. C'est pas le genre de spot qui va reculer votre chasse. Okay, inquiétez-vous pas, OK? C'est un good spot. Faut aller regarder leur succursale sur Vernon-Gauthier. Aujourd'hui, on a un gros guest. Une personne qui fait partie, je pourrais dire, dans la suite logique des entrevues que nous avons. C'est un auteur qui va venir justement nous parler de son point de vue par rapport à la réalité qu'on peut voir justement au niveau de la police, au niveau des street gangs, dans des éléments socioculturels. On a Ted Rutland avec nous pour quelque chose. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment vas-tu? Très bien. Ouais. Ben oui, pour moi, c'était un must pour que tu puisses venir. C'est à travers, je pense, Ricardo. C'est Ricardo. On a parlé. Ricardo, c'est toujours celui qui va me donner le feedback sur les entrevues. Je connais, ça fait aussi un très bon moment. Il a participé aussi dans les panneaux que je faisais. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très impliqué. Puis, dès qu'il arrive, il dit, OK, mais tu sais, je pense que comme Ted serait down. Je suis comme, yo, let's go. Oui, je remercie Ricardo aussi. Il est un ami, un camarade de longue date. Il m'a beaucoup enseigné sur Montréal quand je suis venu en 2010. OK, en 2010? Oui, c'est ça. C'était où avant? J'étais à Vancouver. OK. Je suis toujours quelqu'un qui était préoccupé par les injustices dans le monde, l'oppression, etc. Et quand je suis arrivé à Montréal en 2010, j'ai commencé à aller à des manifestations et des événements politiques de Montréal-Nord. Ah ouais. 2010, donc c'est 2 ans après l'assassinat de Freddie Villanueva. Oui, exactement. Il y avait Montréal-Nord République qui organisait un peu des actions politiques. Avec Will Prosper. Will Prosper, Ricardo, Gabriela Quinte-Garbo, Steve Vincent, etc. Et j'étais là pour apprendre. Plus tard pour apporter un peu d'aide aux événements qu'ils organisaient. Et c'est ces gens-là qui m'ont enseigné que le terme gang de rue avait un rôle dans l'oppression et la violence policière dans des quartiers comme Montréal-Nord. Ah ouais. Donc, ils mettaient toujours gang de rue entre guillemets. Et à un moment donné, j'ai demandé pourquoi est-ce que vous mettez gang de rue entre guillemets? Et ces militants-là m'ont expliqué que c'est à la fois l'image des gangs de rue, les activités criminelles et violentes des gangs de rue sont fortement exagérées par la police et par les médias. Bien sûr, il y a des activités criminelles. Mais c'est toujours dans une échelle comme vraiment pas proportionnée. C'est ça. Et l'autre chose, évidemment, c'est que pour un policier, n'importe quelle jeune personne noire, arabe, latino va avoir l'air d'un membre de gang de rue. Ouais. Donc, ça mène à beaucoup de profilage racial. Et le profilage, c'est juste le début. Avec une interpellation, ça peut mener à une arrestation, des abus, etc. Donc, ils m'ont vraiment enseigné à mettre en question toute la mythologie autour des gangs de rue. Et dans ma vie de chercheur et d'auteur, ça m'a poussé d'essayer de tracer l'histoire de cette image des gangs de rue et l'histoire de la guerre policière contre les gangs de rue, ce qui nous amène vers les années 80. Ouais. Mais toi, c'est quoi qui a fait en sorte que ça t'interpelle aussi, ça? Parce que c'est comme si toi, tu dis, OK, ouais, mais moi, la société, on va pas me profiler comme ça. Je pense pas que tu as un arrière-plan relié non plus avec comme les gangs non plus. Fait que c'est quoi que tu peux dire qui a été cherché en toi de pouvoir dire, tu sais quoi, je veux vraiment comme m'instruire là-dessus. Je veux vraiment comme
m'impliquer à vraiment comprendre cette réalité-là, parce que les personnes disent, ouais, mais ça me regarde pas, je m'en fous, ça. Oui, mais au départ, ce qui me préoccupe, c'est le profilage racial, la violence policière contre les personnes racisées. Et ça m'interpelle parce que je vis dans la société et ça ne me touche pas, comme la police ne m'interpelle pas parce que je suis une personne blanche. Mais c'est mes voisins, c'est mes amis. Et je ne veux pas vivre dans une société où on fait tellement de mal à une grande portion de notre population. Et je pense que des gens qui bénéficient d'un système raciste doivent lutter contre ce système. Et donc, si on critique l'image des gangs de rue et l'utilisation de ce terme par la police, par les médias et par l'État, c'est une façon de comme contrer tout ce système de racisme, de profilage, etc. Mais quand tu entends que notre gouvernement québécois dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, toi, comment tu réagis à ce statement-là? Oui, mais évidemment, c'est faux. Mais ça ne me surprend pas non plus. C'est comme... Parce qu'ils disent, mais c'est quoi le système? C'est quoi le système raciste? C'est comme, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le racisme systémique, mais c'est quoi le système en place qui est raciste? Mais ils ne veulent pas le comprendre. C'est évident que notre société a certaines formes de structure là-dedans. Ils vont clairement dire qu'il y a une forme d'oppression des anglophones envers des francophones. Ça, c'est une forme d'oppression systémique. C'est pas que les Anglos se lèvent chaque matin pour essayer d'opprimer les francophones. Mais il y a une certaine structure d'oppression. C'est beaucoup moins aujourd'hui qu'avant, mais ça existait pendant 150 ans. C'était très important. Donc, M. Legault ou M. whatever, Geneviève Guilbeault va bien sûr reconnaître qu'il y a une injustice là et c'est structuré. Donc, est-ce que les inégalités raciales qu'on voit, est-ce que le profilage racial qu'on voit, est-ce que la surincarcération des personnes noires et autochtones, c'est juste par hasard? Ou est-ce qu'il y a une certaine logique quelque part? Ils sont capables de pouvoir comprendre qu'il y a cette inégalité au niveau linguistique, mais au niveau, genre, sur les ethnies, ça, là, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ils vont dire que la l'égalité homme-femme, c'est une valeur québécoise, blablabla. Mais ça veut dire que il y a une force qui opprime des femmes et il faut lutter contre ça. Et évidemment, ça ne veut pas dire que les hommes se lèvent chaque matin pour opprimer les femmes. C'est systémique. Donc, ils sont très capables de le comprendre, mais c'est un parti nationaliste de droite. Donc, il faut qu'ils rejettent même l'idée que le racisme systémique existe. Exactement, parce que c'est eux qui doivent... Ouais, je comprends. Mais ils sont impliqués là-dedans. C'est leur projet. Le racisme systémique. C'est leur projet. C'est pas à cause de eux simplement, mais ils participent. C'est leur projet. C'est leur projet. Donc, si on essaie de peu de reconstituer justement cet univers, qu'on parle vraiment, tu sais, des entrevues, tu sais, que justement, que j'ai eu l'opportunité de travailler. Les gangs de rue se créent par rapport à un profil d'une ethnicité qui veulent avoir la patte du gain ou c'est vraiment à cause qu'il y a un blocus au niveau des possibilités, des opportunités qui fait en sorte que, ils tombent dans des activités criminelles. Comment toi, tu vois ça? Mais je pense que ce que je peux dire très concrètement, c'est que les premiers gangs dans toute communauté sont une réponse à une oppression et souvent une violence subie par le groupe dominant. Donc, à Montréal, il y a des gangs depuis les années 1840-1850. Mais au début, c'était les Canadiens français qui étaient opprimés par les anglophones. Et les gens étaient très marginalisés, ils étaient attaqués par les anglophones, donc les gens se formaient des gangs. Plus tard, c'était des Italiens, des Irlandais, des Juifs, etc. C'est très normal pour une communauté qui est opprimée et qui subissent la violence. De s'organiser pour essayer de pouvoir créer, Fait que dans le fond, ça a toujours été une réponse par rapport à une communauté marginalisée qui doivent créer justement leur propre, je peux pas dire clique, leur propre clan par rapport à l'attention sociale, en fait. Oui, et aux États-Unis, c'est comme si on regarde les premiers gangs noirs dans des villes comme Los Angeles ou Chicago, mais les premiers gangs
noirs à Los Angeles. Ça s'appelle The Slossons. Le chef était Bunchy Carter. Il s'était formé pour battre contre un gang blanc raciste qui s'appelait le Spook Hunters. Et plus tard, quelques années plus tard, le gang des Slossons et Bunchy Carter, ils ont fait une entente avec le Black Panther Party pour devenir le chapitre des Black Panther Party à Los Angeles. Donc, c'est vraiment dans l'aspect de comme lutter contre une oppression et une violence que ces gangs ont formée. Après, ça peut devenir quelque chose d'autre. Et je ne veux pas comme mentir et dire que il n'y a pas des gens qui s'impliquent aujourd'hui pour en profiter, genre. Puis toi, comment tu vois justement cette nuance-là entre les crimes organisés et les gangs de rue? Pourquoi eux, c'est des crimes organisés? Puis là, eux, c'est des gangs de... C'est comme s'il y a un genre de hiérarchie où on essaie de pouvoir leur dire « Ah ouais, mais ça, c'est un crime organisé. » Comme s'il y a un certain flex à leur présenter comme ça. Puis je me souviens justement quand il y avait eu le triple meurtre à Rivière-des-Prairies, puis qu'il y avait littéralement un parti politique qui avait demandé, je pense qu'ils avaient demandé à des Italiens de pouvoir dire ben, regarde, là, qu'est-ce qui se passe? La guerre avait comme 2 clans à Montréal-Nord puis à Rivière-des-Prairies. Est-ce que vous pouvez... Moi, dans ma tête, je suis comme, tu demandes à une organisation criminelle de pouvoir aller gérer une autre organisation criminelle comme s'ils étaient comme des travailleurs sociaux. This is insane. Je me dis, wow, comme le côté paternaliste qu'ils nous ont fait, là, c'était aberrant. Mais c'est très commun. Donc, la différence entre un groupe de crimes organisés et un gang de rue, dans l'imaginaire, c'est une division d'extinction raciale. Les motards, les mafias sont des blancs et c'est des groupes de crimes organisés. Tous les autres, c'est des gangs de rue. Que ça soit comme un groupe d'adolescents qui se tiennent ensemble et ont un nom pour leur groupe, ou que ça soit comme quelqu'un comme Gregory Woolley dans les années 50, dans ses cinquantaines, qui est un professionnel, il n'est pas dans la rue, là. Donc, même le terme gang de rue, c'était utilisé pour la première fois par la police et les médias en 1989. Donc, j'ai dit qu'il y avait des gangs à Montréal depuis les années comme 1840, etc. Mais pour 150 ans, on les appelait des bandes de jeunes ou des bandes de voyous. Donc, toute cette période je dirais, de gangsterisme, gang blanc, on les appelait des bandes de jeunes ou des bandes de voyous. C'est qu'en 1989, quand la police a décidé de faire une guerre contre les gangs de rue haïtiens seulement. Qui est en Seine-Sud, t'as des noms? Pardon? Non, j'ai ça, voilà. Donc, dans un rapport interne de la police de Montréal, il y a un rapport qui traçait un peu le portrait de tous les gangs à Montréal. Et la grande majorité étaient des gangs blancs. Et le titre du rapport était « Street Gangs », entre guillemets, anglais, « Bande de jeunes à Montréal ». Ensuite, 3 mois plus tard, quand la police a décidé de créer un squad anti-gang de rue et vraiment aller réprimer des gangs, ils ont créé le mot « gang de rue » en français et ils nommaient que des gangs noirs. Ils ont attaqué que des gangs haïtiens pendant 1 an. Ensuite, après 1 an, ils ont doublé le nombre d'effectifs de l'escouade anti-gang de rue pour continuer la guerre contre les gangs haïtiens, mais aussi ajouter les Jamaïcains. Donc, gang de rue, le terme est entré dans le discours français comme une catégorie raciale. C'était une façon de dire comme ça vient d'ailleurs, c'est des street gangs, c'est comme à Los Angeles. Ce n'est pas des choses qui se sont produites ici, de nos propres conditions sociales. C'est quelque chose qui est venu, des villes aux États-Unis ou peut-être en Haïti où c'est comme des gens sont super violents. C'est comme se déresponsabiliser un peu, genre vraiment de la faille du système. Puis on a pour blâmer encore l'immigration, l'intégration des immigrants, qui font en sorte que vous voyez, regarde, qu'est-ce que ça crée justement, les immigrants qui sont pas contrôlés, puis justement avec notre politique qui viennent, puis ils sont capables de faire toutes des affaires comme ça. Tandis que, comme tu as dit, pendant 150 ans, il y avait justement des bandes de gangs. Il y avait des gars de gangs qui étaient là. Mais on a essayé de pouvoir les amener dans cette image-là. Mais à l'époque, c'est quoi? Est-ce que Eclipse existait déjà? Non, Eclipse, c'est plus tard. Au début, en 89, c'était juste Escouade anti-gang de rue. Escouade, OK. Ouais, voilà. Et c'est clair que dans leur rapport interne, ils montraient des gangs... Est-ce qu'on a le chef de police à cette époque-là? C'est qui le nom de chef de police? Chef de police, mais moi, c'est il y a 90 ans pour que je vienne ici pour... Alain Saint-Germain. Mais ce qui est compliqué, c'est que
pourquoi est-ce qu'il y a eu le commencement d'une guerre contre les gangs de rue? Pourquoi est-ce qu'on a eu un escouade anti-gangs de rue en 89 et pas avant, alors qu'il y avait des gangs avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'était passé en 89? Mais ce qui est important, c'est que dans les années 80, il y avait des gangs de rue haïtiens qui ont lutté contre les gangs racistes, mais il y a aussi eu un mouvement militant mené par des personnes noires, mais aussi des militants pour les droits civiques, etc., qui luttaient contre la violence policière. Parce qu'en 1987, la police a tué un jeune homme qui s'appelle Anthony Griffin. Anthony Griffin. Et le flic qui a tué Anthony Griffin se fut congédié, ce qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de Montréal et qui ne s'est jamais reproduit depuis. Et la fraternité des policiers et policières de Montréal et l'institution policière a comme perdu sa tête. C'est comme les Noirs commencent à prendre le contrôle. Ils ont plus de droits que nous. C'est une hallucination. Ils ont pris ça comme une insulte. Donc, pour les policiers super racistes et je dirais fascistes au sein de la force policière, ils ont décidé de essayer de créer une guerre contre les gangs de rue noirs pour mettre l'emphase sur la violence de eux au lieu de nous. Ils ont organisé un peu un coup d'État. Ils ont forcé le chef de police à l'époque, Roland Bourget, qui était mieux que les autres et qui voulait pas mener une guerre contre les gangs de rue. Il l'a forcé à prendre sa retraite. Alain Saint-Germain a pris le contrôle. Un certain nombre de fascistes au sein de la police ont créé, ont entré dans le département d'intelligence et ils ont commencé une guerre contre les gangs racisés. Ah ouais! Voilà. C'est quand même enragé, ça. Wow! Puis, à l'époque qu'on parle justement des années 80, puis on va essayer de reconstituer vraiment les visages des gangs, on va dire jamaïcains et haïtiens qui existent. C'est qui vraiment qui sont là pour dire? Est-ce que c'est... Il y a Master B, il y a Bélanger, Public Enemy, Family, Gros Poignet, Dynamite sont les groupes les plus connus, je pense. Sur le côté jamaïcain, pendant un temps, il y avait juste les frères Gordon. Je pense qu'il n'y avait pas un nom pour le groupe. Ensuite, il y avait Uptown Posse. Il y avait Walkley Crew sur Walkley. Ça, c'est les noms que je connais. Bon. Ah ouais. Puis il y avait Downtown Posse aussi, non? Oui, il y avait Downtown Posse. Oui, dans la petite Bourgogne. Wow. Puis toi, est-ce que tu avais justement entendu parler du conflit haïtien, jamaïcain un peu? Comment toi, t'as vu un peu cette dynamique-là? Ouais, donc on le raconte un peu dans le livre avec Maxime parce que lui et ses camarades racontaient des Jamaïcains au centre-ville. Il y avait un certain conflit dès le départ. C'est malheureux parce que c'est deux groupes qui avaient des choses en commun, qui vivaient la pauvreté, le racisme, etc., qui sont trouvé des façons de vivre dans ces conditions-là, mais il y avait des conflits là. Ce que je dirais aussi, par contre, c'est que la police a essayé de créer des conflits entre les différents gangs. Ah ouais? Donc, je le connais un peu plus sur le côté haïtien, mais la police, ils interpellaient un jeune, ils disaient que hey, ton ami là, il est un dope. Il m'informe sur toi pour créer un conflit entre deux membres d'un gang ou c'est comme ce membre de l'autre gang là, il couche avec ta femme. Parce qu'ils voulaient créer des conflits entre ces groupes parce que évidemment, ça leur profite. C'est fou ça. Plus que des personnes opprimées s'entretuent. C'est bon parce qu'ils disent ils font leur job pour nous autres. Oui, mais s'il y a un conflit entre gangs, c'est comme la police peut revendiquer plus de pouvoir, plus de ressources, un plus grand budget. Si les groupes luttent contre le racisme, comme les Bélanger, les Master B et tous ces autres groupes au départ, c'est comme ça fait trembler l'ordre social. C'est ça. C'est bon, je dirais. Wow. Puis c'est drôle parce que même quand on parlait, puis tu vas me donner aussi les updates quand tu vas regarder l'entrevue avec le Ronnie D puis les Black Power. Mais tu sais, même quand ça a été, comme tu as dit, des groupes qui étaient des groupes contre la brutalité, puis le côté qui est contre le profilage,
ou tu sais, on va dire des mouvements comme BLM, tu sais, le côté, ils essaient quand même de radicaliser ces mouvements-là, que c'est pour nos droits, mais c'est comme s'ils les traitent comme si c'était aussi des trucs de gang. C'est ça qui est quand même drôle. Oui, oui, oui. Et même avec, tu sais, je connais moins sur le côté jamaïcain, mais une chose, comme dans les médias et tout, comme la police parlait que c'est des gens violents qui importent le cocaïne au Canada, ce qui est presque C'est impossible. fou. C'est comme ils l'achetaient chez les motards et la mafia, ils le transformaient en crack et ils le vendaient. Le faisaient pas entrer au Comme Canada. si on était les gros narcotrafiquants soudainement. Imagine, c'est des jeunes Jamaïcains de 20 ans sont allés en Colombie pour comme acheter le cocaïne. Imagine. Mais donc la police parlait de ces groupes-là comme juste des gens violents, etc. Mais dans les archives de la police, la première fois qu'ils ont parlé des frères Gordon, disaient que s'il y a des Rastas qui vendent le pot, ils sont des intellectuels. Ah ouais? Mais c'est vrai, hein, parce que les Rastas, c'est pas juste des gens qui fument Non, le non, pot. c'est ça, ils lisent. Parfois, mais ils sont aussi en forte critique de la suprématie blanche, du colonialisme. Et à l'époque, il y avait un bouquinerie, librairie sur Sainte-Catherine qui s'appelle Revolution Books, qui était tenue par des Rastas. Ils vendaient les livres révolutionnaires. La police disait qu'ils vendaient le pot aussi, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que la menace n'était pas que les gens vendaient le pot. C'était que c'est un groupe de personnes qui sont des intellectuels, qui lisent des livres, qui nous critiquent, qui mettent en question l'ordre social, fait qu'on va raciste. essayer de aussi briser leur image aussi. Oui, ouais. Donc, toute la tension policière, c'est pas parce que les gens vendaient de la pot. C'est comme... C'était une forme de résistance. Mais tu sais, ils gagnent quoi à pouvoir pas vraiment faire des articles objectifs sur les L, sur les C, sur les affaires des autres groupes qui existaient, mais pourquoi c'est comme... Ils gagnent quoi en faisant ça? OK, l'obsession sur les communautés noires. Mais la police, clairement, c'est plus facile de faire peur au grand public des gangs à cause du fait que le terme gang, c'est une catégorie raciale. À cause du fait qu'on peut dire comme « Ah, mais les gangs nous menacent », mais c'est une façon subtile de dire que les personnes noires et racisées nous menacent. Et dans notre histoire, c'est comme, il y a toute une histoire de manufacturer un peur des Autochtones et des personnes racisées. Tu sais, on traitait des personnes esclavagées à Montréal comme des menaces à l'ordre social. Tu sais, il y a M. Papineau, je ne sais pas si c'est... On a nommé une rue après lui, mais il était un propriétaire d'esclaves. Et quand il y avait le mouvement abolitionniste pour mettre fin à l'esclavage, il se présentait à l'hôtel de ville, ça c'est 1800, juste 1800, 1800. Il se présentait et il disait, si on libère ces personnes-là, ils vont commettre des crimes. Donc, une personne noire à Montréal qui est libre, c'est une menace. Déjà. C'est un criminel depuis déjà les années 1800. Cette narrative était déjà là. Oui, donc ça a beaucoup de poids. Si la police... L'esprit négrophobe de Papineau. Voilà. Métro Papineau. Oui. Tu as créé un titre d'un livre. Tu dois écrire. Le deuxième livre. Oui. Mais tout ça pour dire que pour la police qui veut toujours plus de pouvoir et plus d'argent, c'est plus facile de faire peur au monde des gangs de rue que des motards ou des mafias. Et comme tu as dit, c'est comme on présente les mafias et les motards comme des superstars au Québec. Oui, comme des superstars. Il y a des gens rationnels qui utilisent la violence parfois, mais juste quand c'est nécessaire pour gagner de l'argent. Alors qu'on traite des soi-disant membres de gangs de rue comme des gens qui vont voler des voitures ou vendre de la drogue pour acheter des armes. Donc, ils sont motivés par la violence. Alors que, normalement, c'est comme, c'est l'inverse. On va vendre la drogue et si on a beaucoup de drogue chez nous, ben, c'est utile d'avoir une arme à feu. C'est comme, ça, c'est rationnel. Mais on les traite comme, ils sont des monstres qui veulent rien d'autre que d'attaquer des autres personnes. Alors qu'ensuite, tu sais, les motards ne sont pas des gens violents. Ils sont des commerçants. C'est ça. C'est monsieur, madame, tout le monde qui est comme, bon, qu'ils ont un pied dans le crime pour X, Y, Z. En tout cas, c'est justifiable pourquoi les motards sont dans ce milieu-là, tu sais. Mais dans le fond aussi, tu sais, l'implication des journalistes puis des médias là-dedans, c'est aberrant là-dedans. C'est comme si c'est littéralement une stratégie. Ils sont là, ils ont un rapport, les journalistes, ils tombent dessus. Puis tu vois qu'ils sont en train de pouvoir, comme des années, puis tu vois,
il y a vraiment cet esprit de peur qui se fait de 1980 jusqu'à aujourd'hui sur une communauté qui, après, quand tu vois, par exemple, dans des blogs, on voyait souvent quand il y avait quelque chose qui se passait, il y avait la section, avant la loi C-18, où est-ce que les pages Internet les pages Internet des journaux pouvaient partager des nouvelles. Puis tu voyais des personnes des régions, ils disaient, oh, OK, souvent encore à Montréal-Nord. Mais où connais-tu Montréal-Nord? Toi qui es vraiment dans les régions, ça a été littéralement les médias qui t'ont enseigné sur qu'est-ce qu'était Montréal-Nord. Puis Montréal-Nord, ben, c'est juste un nid de gangs de rue pour toi. Ouais. C'est fou, ça. C'est ça. Mais ça fait des carrières pour des journalistes. Hein? Au début, c'était Serge Labrosse au Journal de Montréal qui a fait sa carrière comme l'expert sur les gangs de rue. Mais il parlait que des gangs de rue racisés, surtout noirs, mais parfois latinos, ensuite chinois. Je pense qu'il a écrit 2 articles sur les skinheads. Après ces dernières Renault. Il a arrêté quand il a vu son cousin était dedans. Pardon? Il a arrêté d'écrire sur les skins quand il a vu son cousin était dedans. Oui, voilà. Donc, ça profite aux médias, ça profite aux journalistes, ça profite à la police, ça profite aux partis comme la CAQ qui existe, qui peut, parce que c'est un parti de droite qui fait beaucoup de mal pour la grande majorité de la population, mais pour se présenter comme quelqu'un qui fait du bien pour le blanc ordinaire, c'est le racisme. On va contrôler les gangs de rue, on va contrôler les musulmans, mais on ne se préoccupe pas du fait que cette personne blanche ordinaire va être invincée de son appartement, qui ne peut pas envoyer ses enfants à une bonne école. Le système de santé est pourri. C'est comme, on lui vend le racisme. C'est tout que le CAQ a à vendre aux personnes ordinaires. Donc, sans le racisme, le CAQ ne peut pas exister. Et le gang de rue, c'est très important pour eux parce qu'il peut parler, c'est un terme qui invoque une personne racisée, mais c'est pas comme ils disent comme hey, toutes les personnes noires sont des criminels. On ne peut pas toujours dire ça en 2025, mais on peut dire que les gangs de rue sont une menace. C'est tellement un aspect sensationnaliste que les personnes, ils font, comme tu as dit, tellement d'argent sur ce topic-là, sur être capable de pouvoir arriver puis toujours stimuler justement cet intérêt-là sans réaliser les conséquences que nous, ça nous fait. Le côté stigmatisé que nous, ça nous fait. Dans les débats où est-ce que dit ouais, mais vous, de toute façon, vous entretuez. Des affaires simplistes. Ouais, je sais comme, ouais, mais où t'as entendu ça qu'on fait tout simplement s'entretuer comme ça? Il y a la loi, la proximité, qu'une personne dans une communauté va tuer la personne de sa communauté. Plus dans les statistiques, les personnes blanches vont tuer plus les personnes blanches, les personnes asiatiques vont tuer plus. C'est ça en général. Mais nous, c'est comme ça, on est les menaces de la menace, ça. Oui. Et si on regarde, par exemple, les années 80, c'est une période de crise économique. Le taux de chômage en général, c'était à 15%, mais pour des personnes racisées, c'était à peu près 60%. C'est pour des jeunes personnes noires, donc, c'est une crise de pauvreté et de chômage. Mais si on prend le côté de l'Ouest et les Jamaïcains, quand il a commencé à parler du crack et des gangs jamaïcains, on disait que les Jamaïcains font entrer le crack et ça détruit des quartiers. Donc, c'est leur faute que les quartiers sont détruits. Mais c'est comme, non, c'était les crises économiques qui ont détruit l'économie. Alors, au lieu de parler d'un problème social qui nous implique, c'est comme, il faut leur offrir des emplois ou leur offrir au moins, c'est comme le bien-être social. Exactement. C'est leur faute. Et le service qu'on leur offre, c'est la police. C'est fou, ça. Ouais. Donc, c'est une façon de détourner la responsabilité des gouvernements et des classes dominantes, des vrais problèmes qui existent pour beaucoup de monde dans Montréal-Nord ou dans Saint-Michel. Pas pour tout le monde, mais c'est comme, il y a des problèmes de pauvreté. Les gens habitent dans des logements comme trop petits, en mauvais état. Mais on ne parle pas de ça. Hein. On parle de Montréal-Nord. Ça, c'est un quartier où il y a trop de criminalité. Mais c'est un quartier où il y a plein qui est très, très excellent. C'est comme le côté aisé de Montréal-Nord, il y a plein de choses positives aussi à Montréal-Nord. Mais oui, et même dans le quartier, le secteur pauvre, il y a des gens très intéressants, il y a des artistes, il y a des militants, etc. Mais de dire que le problème de Montréal-Nord, c'est la criminalité et la réponse, c'est la police, c'est de détourner l'attention d'un système économique et la suprématie blanche qui mettent des gens dans des conditions de pauvreté. Donc, toi, les premiers travaux que tu as faits, je pourrais dire, au niveau d'archives sur justement l'histoire, c'était quoi les premières choses que tu as travaillées? Après, on va faire le parallèle sur le livre avec Maxime.
C'est quoi les premières choses que tu as travaillées, je pourrais dire, comme des documents, les trucs Ouais. que tu as commencé à repérer là-dedans, que tu as travaillé? Donc, tu sais, avant de rencontrer Maxime, j'avais le projet d'écrire un peu l'histoire de la guerre contre les gangs de rue, ce qui est le projet un peu que les militants de Montréal-Nord m'ont donné. Donc, j'ai passé du temps dans les archives municipales où on a des rapports de la police, mais aussi des rapports du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup. Tu sais, la police est supposée, après 10 ans, la police est supposée d'envoyer les documents aux archives, mais Ça le fait, ils le font pas. ils ne le font pas. Donc, il y a très peu qui est là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça? À part les exposes maintenant au KK Uncensored? Mais on peut faire des demandes d'accès à l'information pendant les 10 ans avant qu'ils détruisent les documents. Ils les détruisent? Détruisent après 10 ans. Ah, mais là, on est caca, là, pour les enfants de 80-90, on est dans la marde. 2000, oh! 2000, c'était, oh! Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Mais donc, à un moment donné, j'ai dit mais il va falloir que je fasse des entrevues avec des policiers. Donc, j'ai passé un an à faire des entrevues avec des policiers retraités. Qui n'étaient pas vraiment négociés non plus pour commencer à dévoiler tous les trucs comme mais ça. Ils étaient prêts, oui. Il y en a qui étaient prêts. Oui, parce que pour eux, ils ont fait quelque chose de bon. Et comme je suis blanc, ils n'ont pas... Bon, ouais, ils n'ont pas de filtre. Oui, c'est ça. Ils pensaient qu'ils étaient de leur côté. Jusqu'à temps qu'ils ont vu le résultat, ils ont dit you fucker! Peut-être je vais recevoir un appel un jour, ou un frappe à la porte. Mais j'ai fait 100 entrevues avec des policiers retraités. Et eux, ils m'ont raconté beaucoup sur l'origine de la guerre contre les gangs de rue, le rôle de les médias, des groupes fascistes. Et certaines zones avaient des rapports chez eux. Donc, la police a détruit tous les rapports, sauf que les personnes qui ont écrit les rapports étaient fiers de ces rapports. Ils les ont gardés avec eux. Donc, ils m'ont donné des copies de leurs rapports. Ah ouais? Est-ce qu'il y a des rapports que tu as vus, tu as dit, oh my God. Oui. Donc, il y a 2 rapports. Pas les rapports, justement, que tu as vu que c'était... Mais il y a 2 rapports les 2 premiers rapports sur les gangs de rue. C'était très intéressant parce que, comme j'ai dit, le premier, ça montre tous les gangs de rue et on voit que la majorité, c'est des gangs blancs. Dans le deuxième, on parle que des gangs haïtiens. Mais j'ai montré ces rapports aux OG aussi que j'ai rencontrés pour dire voilà les mélangés, est-ce que c'est vrai? Et parfois, tu sais, les gens disaient il n'était pas dans mon gang, c'est fou. Et parfois, ils disaient holy shit. Ils connaissaient tous nos membres, man. Ils avaient une liste de tous nos membres. Donc, c'est un peu, tu sais, il y a des énormes erreurs dans les rapports, mais c'est tout à fait intéressant. Et dans le premier rapport, il disait que les gangs sont le produit d'une immigration massive. Mais à l'époque, de parler d'une immigration massive, ça, c'est un terme fasciste. Ça, c'est des xénophobes qui voulaient fermer les frontières. Un grand remplacement. Mais c'est exactement le même terme. C'est ça. C'est juste qu'on fait juste tout simplement tweak mais c'est ça. C'est ça. Donc, même dans le rapport, c'est un rapport fasciste. Là. Ils reprennent les concepts des groupes fascistes. Est-ce que tu penses qu'il y a comme un disque dur caché, justement, dans la SPVM, qu'on peut demander à Fadi Daguerre de nous donner accès? Il y a quand même des choses cachées. I'm sure que c'est pas juste disparu. Là. Il y a comme quelque chose qui fait en sorte que le rapport là l'a détruit, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que... Je suis sûr qu'il y a quelque chose quand même qui comme... Mais clairement là. Ça existe. Donc, dans l'enquête du coroner, suite au décès de Fernie de Villanueva, il y avait des rapports qui sont sortis. Et entre autres, il y a un rapport écrit par un criminologue qui travaillait pour le SPVM, qui essayait de voir s'il y avait vraiment un profilage racial à Montréal ou non. Et c'est lui qui a trouvé que à l'époque d'Eclipse, à peu près 2006-2008, Eclipse existe toujours, mais dans le haute des années féroces d'Eclipse, le criminologue a trouvé que 40% des jeunes personnes noires dans Saint-Michel et Montréal-Nord ont été arrêtés dans une seule année. Et évidemment, la police n'avait pas voulu publier le rapport parce que c'est un scandale. Mais c'est sorti à cause de l'enquête du coroner. Donc, tu m'as demandé... est-ce que c'est 2006? Le rapport, je pense qu'il a été écrit en 2006 ou 2008, mais c'est sorti en 2010 pendant l'enquête du coroner suite au décès de Fernie Villanueva. Donc, est-ce qu'il existe d'autres rapports?
au sein de l'SPVM qui n'ont pas voulu publier? J'imagine que oui. Oui, tu sais, je me rappelle le rapport de Sylvain Caron en 2017 qui avait dit que les Noirs étaient profilés 4 fois plus que les Blancs, les Arabes Ouais. 2 fois plus. Puis qui a dit, mais là, c'est super aberrant parce que la plupart des personnes qui ont été profilées, c'était même pas des personnes qui avaient un antécédent Non. judiciaire. Fait que Non, là, c'est à clairement. partir de là qu'ils ont dit, il y a vraiment un problème au niveau du profilage, puis il faut régler ça. Mais après, ils ont essayé de pouvoir, tu sais, shut down ça le plus rapidement possible, Ouais. tu sais, dans les médias, là. Oui. Un nouveau rapport est sorti, je pense, en 2023. Mhm. Deuxième rapport sur le profilage montrait un peu les mêmes choses. Mhm. Et les chercheurs qui ont travaillé sur le rapport ont fait une seule recommandation. Mhm. C'était de l'abolir les interpellations. Mhm. Donc, les street checks, c'est comme Ouais. on arrête quelqu'un pour Mhm. aucune raison. Et Fadi, c'est comme, mais je ne peux pas faire ça, je vais travailler sur les autres recommandations du rapport. Il n'y Non, avait pas d'autres recommandations. non, hein? Et Projet Montréal, notre gouvernement, a soutenu Paddy Daguerre. Alors, on a un deuxième rapport accablant qui montrait que le profilage racial existe toujours et dans certains aspects autant plus qu'avant, et on va rien faire. Non. Puis Fadi Daguerre dit lui-même a été comme profilé, Oui, oui. a été victime d'un profilage. Fait que moi, j'aurais cru qu'il aurait apporté ça beaucoup plus loin, mais est-ce que il sent qu'il y a les miens liés aussi par le corps policier qui est comme imposé avec ce sujet? Possiblement, c'est très difficile. Hein? On le voit avec quelque chose d'aussi simple que le mince ligne bleue que les policiers portent, ce qui est un signe fasciste que les policiers ont commencé à porter. Jure! Oui, c'est un drapeau canadien avec une ligne bleue au milieu, mais les policiers ont commencé à porter ça après le premier vague de Black Lives Matter, après le meurtre de Michael Brown. Et les gens ont dit comme ça, c'est un signe fasciste. C'est des gens qui ont voulu comme continuer d'assassiner et de réprimer des personnes noires. Et je pense que Fadi Daguerre aimerait que ça arrête, mais ça fait 3 ou 4 ans qu'il négocie avec ces policiers pour qu'il encourage ces policiers de ne plus porter le mince ligne bleue. Ouais. Mais ça se porte toujours. Donc, je pense qu'il voulait éviter une rébellion contre lui parce que ça se passe de temps en temps. J'ai parlé de la rébellion contre Roland Bourget en 1989. Donc, la fraternité des policiers a beaucoup de pouvoir. Ils vont organiser un groupe de personnes qui sont armées, qui peuvent faire un peu n'importe quoi sans conséquence. C'est une menace pour un chef de police qui aimerait peut-être changer quelque chose ou un gouvernement municipal qui aimerait peut-être changer quelque chose. Et puis, il y avait eu cette décision, je pense que c'était à la Cour supérieure, qui disait comme ça que Montréal doit déverser un montant d'argent à ceux qui ont été profilés genre entre 2018, 2019, 2020. Ouais. Puis là, j'ai fait OK, wow, mais sur TD, on n'a pas de news, il n'y a pas de procédure. C'est vrai, hein? Parce que je sais que j'avais eu une entrevue avec Graça Kasoki, qu'elle, justement, elle s'occupait justement de ce dossier-là. Mais après, j'ai pas eu de suite par rapport à ça. J'ai pas eu peut-être de communiquer un site où vous devez remplir un rapport. Est-ce que vous avez, dans ce montant-là, des avocats qui vont tout simplement faire en sorte que vous allez avoir ce montant? Tu sais, c'est comment, tu sais, Ah oui, mais peut-être la raison, c'est que la Ville a contesté la décision. Ils l'ont portée en appel. Ah, puis Donc, là on perd du temps parce qu'il faut qu'ils puissent... C'est ça. Donc, Projet Montréal nous dit qu'ils sont très préoccupés par le profilage racial, alors qu'il y a une décision de cour qui dit comme, mais le profilage existe, il faut que tu payes ces gens-là de l'argent, et Projet Montréal a porté en appel la décision. C'est vrai, Graça avait dit ça. Idéalement, le groupe communautaire qui a mené le poursuite va toujours gagner, mais ça va passer plus de temps. Mais je pense que c'est le minimum, là. Si on ne veut pas comme réduire le profilage, au moins on peut donner de l'argent aux gens qui se subissent. C'est vraiment ça, là. Au pire aller. Donc, OK, tu as travaillé avec les rapports. Ensuite, comment le nom de Maxime est arrivé dans ton répertoire? Comment tu as réussi à le rencontrer? Ouais. Est-ce que toi-même, tu étais comme, OK, est-ce que ça va être possible? Donc, parle-nous un peu de la genèse un peu de ça. Ouais, donc, c'est assez connu, je pense, dans la communauté haïtienne que les premiers gangs de rue étaient des groupes qui luttaient contre les racistes. Donc, des gens m'ont parlé. Et on parlait des Master B, on parlait des Bélanger.
Et l'histoire des Master B, il y a un livre avec le visage de Beauvoir sur la couverture qui s'appelle Beauvoir, le récit d'un vétéran, Mhm. qui a été écrit par un criminologue à l'Université de Montréal. Donc, j'ai lu le livre. Je côtoie... Beauvoir est devenu un sorte d'ami, mais il y a 10 ans, c'était juste quelqu'un que je voyais à des événements. Il est très content de raconter l'histoire de son gang. Donc, je sentais que je connaissais un peu l'histoire des Master B, mais je ne connaissais rien sur les Bélanger. Et je demandais à tout le monde que je connaissais, comme, est-ce que tu connais quelqu'un qui était impliqué dans le gang? Est-ce qu'il y a une histoire écrite quelque part? Et finalement, il y a un camarade qui s'appelle Lazare Vertu, qui est un homme formidable qui a travaillé dans le communautaire pendant des années. Il a dit que si tu veux savoir l'histoire des Bélanger, il faut trouver Maxime Aurélien. Et ensuite, c'était très facile de lui trouver. J'ai trouvé sur Facebook, j'ai écrit un message. T'as vu le nom, puis t'as juste envoyé. J'ai dit comme, allô, je suis Ted, j'aimerais te poser quelques questions sur ton son. J'ai dit, je ne sais pas si c'est un gang ou groupe d'autodéfense, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais on a pris un brunch ensemble et on parlait pendant des heures. OK, il était juste open comme ça de pouvoir... Oui, super open, j'étais surpris. Hein. Mais je pense qu'il était dans un moment de sa vie où il voulait vraiment comme... Il a décidé de ne plus être impliqué dans des affaires criminelles. Donc, avant ça, ce serait été impossible parce que ça met plus d'attention policière sur ton dos. Donc, je pense que c'était un moment où il avait comme, OK, je vais rétablir ma vie. C'est le moment où je peux en parler. Mais tu avais déjà en tête de dire, si j'ai la possibilité d'écrire un livre avec lui, ou c'était-tu simplement I need information juste pour pouvoir avoir dans mon archive, pour connaissance personnelle? C'est ça, pour le autre livre que j'allais écrire sur la guerre contre les gangs de rue. Je voulais parler de la police, mais il fallait parler aussi de cette forme de résistance qui était les premiers gangs de rue haïtiens. Donc, je prévoyais lui poser quelques questions, ensuite, peut-être à la fin. Mais comme on s'est parlé pendant 3 heures, on s'est vraiment entendu très bien. Il est super drôle, super intelligent, super charmant. À la fin, on a un peu décidé comme peut-être on peut écrire quelque chose ensemble ou on met ensemble comme le connaissance de Maxime qui est le gang de rue et un peu mes connaissances qui est la police. Donc, c'est là où est née l'idée d'un livre. Ça nous a pris 3 ans. On a passé des heures et des heures ensemble, mais on a aussi raconté des anciens membres des Bélanger parce que eux, même Maxime ne peut pas s'en souvenir de tout. On a rencontré quelques membres des Master B, les groupes Poignet, Public Enemy aussi. Donc, on essaie de tracer un peu l'histoire des Bélanger, certainement, mais on parle aussi des autres gangs et on parle de la réaction policière à ces gangs. Et avec le résumé que les skinheads, les gangs racistes, gangs à tatou, etc., ne préoccupaient pas la police. Mais dès qu'il y a un groupe de jeunes personnes noires qui se défendent, là, c'est un gang, il faut les réprimer. Puis, c'est quoi a été le processus? Puis, tu sais, je vais faire... On va mettre un astérisque parce que j'ai des questions sur les skins aussi. Mais c'est quoi qui était le processus, justement, pour écrire un livre avec lui? Parce que tu dis que tu passais du temps avec lui. Est-ce que tu laissais parler? Tu avais comme une affaire record? Est-ce que c'était beaucoup plus au niveau de comme, OK, attends, répète cette affaire-là. OK, là, tu parles, OK, je veux plus avoir des informations sur ça. Ou comment c'était? Oui, c'est un peu un partage parce que il va parler et je vais enregistrer, prendre des notes. Mais ensuite, je vais être comme, OK, mais c'était quand ça? C'est comme, tu as eu cette bataille avec les skinheads, c'était plus comme 84 ou 86. Ensuite, il va dire comme, ah oui, j'ai eu une affaire avec le moteur. La police ne voulait pas arrêter les moteurs qui m'ont battu. C'est comme, OK, on revient à ça après pour avoir plus de détails. Ensuite, c'est comme, je pense que la forme du livre a commencé à émerger. Et on a parlé de comme, peut-être on peut avoir un chapitre qui est juste comme toi en Haïti, ta famille, ton immigration à Montréal. Peut-être ton profil, vraiment. C'est ça. Peut-être on peut avoir un chapitre sur juste les gars de Bélanger avant que ça devienne un gang. Juste les gens qui jouent au basket, qui écoutent les hip-hop, tout ça. Donc, on a comme
tracer un peu la structure du livre. Ensuite, évidemment, c'est comme moi, j'ai le temps d'être devant un ordinateur et comme mettre des mots sur une page. Donc, c'était plutôt moi qui ai mis les mots sur la page. Ensuite, j'imprimais le chapitre. J'allais voir Maxime pour voir comme, est-ce que c'est ça qu'on a dit? Et il disait comme, non, il faut changer ça, il faut changer ça. Donc, vraiment un partenariat où on amenait nos propres connaissances et nos propres capacités pour pouvoir produire un livre. Puis est-ce qu'il n'y avait pas une certaine peur aussi, soit de lui ou de toi, de dire comme, est-ce que si on parle de ça, puis on nomme ce nom-là, est-ce qu'on risque d'avoir des représailles? Est-ce que we should go there? Est-ce que toi, t'es comme, ah, il a dit ça, mais est-ce que pour sa protection, parce que Oui, peut-être il réalise pas que peut-être que là, tu oui, réveilles l'histoire de Montréal. oui, oui, oui. Mais donc, c'était très clair pour Maxime. Tu sais, il y avait on a utilisé beaucoup de faux noms parce que Maxime disait que lui, il est toujours dans le gang, mais s'il y a des conséquences, ça va être pour moi, pas toi, Ted. C'est ça. Donc, C'est parce que c'est moi qui ai parlé, puis je suis sûr que la plupart des personnes dans la rue ont été lire le livre, là. qui vont? Qu'ils ont été lire le livre parce qu'ils ont dit, moi, je veux voir si mon nom est dedans. C'est Oui, sûr. oui, oui. Donc, ouais. Et sinon, ils vont entendre Ils vont parler entendre parler, qu'on a ouais. utilisé leur nom. Donc, c'est beaucoup de faux noms. Il y a certaines personnes qui ont dit comme, non, mais c'est correct si tu utilises mon nom. Et en fait, c'est comme, j'aimerais ça parce que c'est une façon d'honorer ce que la personne a fait. Ouais. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Ah ouais. Fait qu'il n'y a pas eu d'appel durant la nuit pour dire, yo, burn that book, or non, il n'y a pas eu des genres de messages comme ça. Non, 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 non. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les réactions sont tellement très, très, très positives, que ça soit dans le monde militant, la communauté haïtienne, le monde littéraire même. Et on a fait beaucoup d'événements autour du livre aussi, parce que c'est pas tout le monde qui va lire le livre. Donc, on utilise le livre comme prétexte pour organiser un événement, pour parler de l'histoire. Ouais. Et les gens vont peut-être venir qui ne vont pas peut-être lire le livre. Et chaque fois qu'on fait un événement, il y a un moment après où quelqu'un va se lever, c'est comme un Haïtien un peu plus jeune que Maxime, qui va dire comme Maxime, merci beaucoup pour ce que tu as fait. On ne s'est pas connus, mais j'ai vécu beaucoup de racisme dans mon école. Les gens m'attaquaient. Et toi, les Bélangers sont venus un jour pour comme battre les racistes. Et c'est comme, ça m'a vraiment touché parce que moi, j'ai fier de ce que les Bélangers ont fait, les Master B et d'autres gangs aussi. Et ça m'a rendu heureux de savoir que les autres pouvaient voir. Il y avait un côté positif que tu entendais des gens, autre que toute la narrative négative que les journalistes ont tout simplement mis parce que eux ne se sont jamais dit qu'on n'était que des anges non plus, mais qu'ils ont dit, c'est pas que ça qu'on faisait non plus. Non, mais évidemment, les médias, la police ne va pas voir la violence des gangs haïtiens comme une réponse, comme une forme d'autodéfense. Il va toujours voir ces personnes noires comme la cause de la violence contre les Blancs. Donc, c'est évident que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ce que ces premiers gangs ont fait pour comme, défendre la communauté, pour défendre les jeunes dans les écoles. C'est quoi, tu vas dire, les 3 points les plus forts du livre? Je dirais que, mais un, c'est dans le titre, il fallait se défendre. C'est quelque chose que Maxime disait souvent, c'est quelque chose que ses anciens compatriotes ont dit souvent. Maxime va dire qu'on n'avait pas de choix. C'est pas qu'on a choisi de se défendre et de créer une gang. On était attaqués de partout, on était insultés. Des personnes crachaient dans le visage d'une mère pour humilier le fils. Genre, il fallait à un certain moment comme réagir. Donc, on essaie de raconter comment les Bélangers, mais les Master B et d'autres gangs aussi, se sont tenus ensemble pour faire face à une violence
Et c'est dans le livre sur les Bélanger, sur les Master B que Beauvoir a contribué, où dans une phrase, ils disent comme « On a mis fin au racisme de la rue ». Ça, c'est énorme pour moi. C'est Le comme, racisme de la ben, rue. le racisme, évidemment, ça existe toujours. Mais à partir de la ville. On habite plus dans une ville où c'est comme les gens vont être insultés chaque Ouais, fois qu'ils ouais. sortent de chez eux. C'est ça, avec les groupes radicaux, là. Oui, donc tu sais, et c'est parce que des racistes comme ça ont dû payer un prix pour leur racisme. Donc, ça a mis fin à un certain racisme de la rue. Donc, ça, c'est important parce que, encore, c'est comme on a tendance à voir des gangs de rue comme des gens violents, alors que leur violence, c'était une réponse à la violence des Blancs et des groupes, des gangs blancs, racistes, mais aussi plus âgés. Genre, on parle des hommes dans leur vingtaine qui attaquent des adolescents. C'est grave. L'autre aspect, c'est de tracer un peu le processus qui a mené à la guerre contre les gangs de rue en 89 et la création de l'escouade anti-gangs de rue. Et comme j'ai dit, c'était vraiment une réaction au mouvement militant mené par des groupes noirs, mais d'autres groupes militants aussi, contre la violence policière. Et commence à créer toute une réaction parmi des skinheads, des groupes fascistes adultes, comme un groupe qui s'appelle SOS Génocide, contre le génocide, mais pas le vrai génocide, le génocide des Blancs, qui n'existait évidemment pas. Et la Fraternité des policiers et des policières de Montréal, qui est devenu un groupe fasciste, qui ont voulu trouver une façon de consacrer plus de ressources à la répression des personnes noires et de détourner l'attention de leur racisme à la violence et la criminalité de ces personnes qu'on cible, qu'on profile, qu'on attaque. Donc, c'est de dire que la guerre contre les gangs de rue a commencé pas parce qu'il y avait des gangs de rue, parce qu'il y a toujours eu des gangs de rue. C'est parce qu'il y a eu un mouvement fasciste dans la société et au sein de la police qui ont voulu créer une guerre contre les gangs de rue, qui est le début de la guerre contre les gangs de rue, mais aussi le début de ce terme, gang de rue, qu'on utilise tout le temps. Donc, pour moi, c'est intéressant que une personne comme François Legault peut dire gang de rue et ce n'est pas vu comme un propos fasciste. C'est juste comme normal. Il y a des gangs de rue. C'est normal parce qu'on a normalisé le terme. Oui, alors qu'au début, c'est un terme qui a été créé pour opprimer des personnes racisées. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un gang de rue blanc, alors qu'il y a des groupes qu'on pourrait facilement nommer aujourd'hui des gangs de rue blancs, mais c'est comme un non-sens de parler d'un gang de rue blanc parce que c'était créé comme une catégorie raciale. Ouais. Dès qu'on dit gang de rue, maintenant, tout le monde comprend absolument que tu parles d'une bande d'immigrants. Oui, absolument. C'est fou, ça. Et troisièmement, vers la fin, on a parlé de comment toute cette panique autour des gangs de rue continue d'être utilisée par la police et le gouvernement. Parce que, en 2020, comme on sait, il y avait des manifestations historiques à Montréal sous le titre de Black Lives Matter après l'assassinat de George Floyd et Breonna Taylor, Regis Korchinski-Paquette à Toronto, Chantal Moore, Sheffield Matthews. Et 10 000 personnes dans la rue 2 fois à l'été de 2020. Et les gens revendiquaient le définancement de la police, qui voulait juste dire un peu moins de ressources pour la police et plus de ressources pour des interventions communautaires qui pourraient prévenir la violence, genre. Et la grande majorité des Québécois soutenaient les revendications pour le définancement de la police. 54% des Québécois étaient pour le définancement de la police dans un sondage pendant l'été 2020. Qu'est-ce que la police et la fraternité a fait? Et tout de suite, on a commencé à parler de la violence armée. Et je dis mais c'est étrange qu'ils n'ont pas utilisé le terme gang de rue, alors que c'est clair que c'est ça qu'ils veulent lire. 2 mois plus tard, violence armée, gang de rue. Ils ont utilisé, évidemment, la violence armée a existé, il y a des gangs, mais ils ont fortement exagéré le problème et ils ont traité une montée de violence dans la société en général comme quelque chose qui était lié aux gangs de rue, alors que, on parlait des fémicides, par exemple. Il y a toute une crise de fémicide où les hommes tuaient leur conjoint. Il y avait une montée générale avec le confinement sur le crime partout au Canada. C'était pas vraiment lié avec quelque chose. C'était comme violence conjugale,
tu vois, dans les statistiques, c'est vraiment comme conflit interpersonnel, c'était violence conjugale, c'était féminicide. Puis tu voyais que oui, le crime organisé faisait le truc. Puis tu voyais les affaires de gangs de rue qui, randomly, comme ça, dans la rue, tout ça, c'était encore dans les chiffres qui étaient comme pas dans les top 3, là. Non, c'est ça. Donc, il y a eu un petit montée de violence en général, mais on a voulu mettre l'emphase sur les gangs de rue parce que c'est une façon de comme contrer le mouvement Black Lives Matter, contrer le mouvement pour le définancement de la police et dire qu'on a besoin de plus de financement pour combattre ces gangs de rue violents. Et ils ont réussi. Tu sais, la police a eu la plus grande augmentation budgétaire dans l'histoire de Montréal en 2021-2022, tout en jouant sur la panique autour des gangs de rue. Donc, ça marche, genre. Et je pense que si on peut le voir, mais c'est ça que les militants de Montréal-Nord m'ont enseigné il y a 15 ans. C'est comme on doit mettre en question tout ce discours autour des gangs de rue. Ce qui ne veut pas dire que les gangs n'existent pas ou que la violence n'existe pas. Il y a comme une propagande plus grande qui fait tout simplement créer une image négative sur une communauté. C'est ça qui est fou. Et je pense que pour moi, c'est beaucoup plus utile de parler de la violence parce que la violence existe dans toutes les communautés. Il y a trop de violence dans notre société. Il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir la violence. Si on parle de la violence dans ce quartier comme Montréal-Nord qui existe, c'est généralement pas lié aux gangs de rue. C'est juste comme, il y a des gens, les gens vont parfois commettre des actes de violence. Il y a un groupe comme Café Jeunesse Multiculturelle de Montréal-Nord qui travaille avec des adolescents, des jeunes adultes, avec le but de comme, les soutenir dans les démarches que ces jeunes-là veulent prendre dans leur vie. Et ça fait beaucoup de bien. Des gens comme Beauvoir travaille pour Café Jeunesse. Robertson Berlus, les mêmes amis. Voilà. Ils travaillent avec les jeunes. Si on voulait vraiment prévenir la violence, on investirait dans des groupes comme ça, pas la police, parce que ça aide vraiment à traiter les origines et les causes de la violence. Mais dès qu'on parle des gangs de rue au lieu de la violence, c'est comme... Mais il faut la police, il faut plus de police. Parce que ces gens-là sont violents, ils sont des animaux. On ne peut pas les encourager d'être moins violents. Ils sont violents à la base. C'est ça. Puis le terme tu as utilisé tantôt qui était quand même intéressant que Beauvoir a utilisé, tu disais qu'ils ont mis fin au racisme de la rue. Moi, ça a toujours été comme quelque chose de fascinant, la disparition de toutes les skins qui étaient comme dans un groupe quand même assez considérable, qu'ils étaient très présents, qu'ils étaient dans différents quartiers à Montréal, puis que soudainement, c'est comme s'ils épouvent. Fait que moi, ma question pour toi, c'est que sont devenus toutes ces skins qui étaient aussi présents, aussi racistes maintenant dans la sphère de la société? C'est une bonne question, hein? Parce qu'ils ne sont pas morts. Donc, ils sont encore là. Ils sont toujours chez nous. Probablement dans une grande... dans des gros postes. Moi, c'est juste un que je le sais, qui est politicien et qui est encore politicien aujourd'hui, qui était un skin. Oui, je le connais. Tu vois à peu près. Mais moi, dans ma tête, c'est comme... OK, oui, lui, parce que je pense qu'il a dit lui-même. Oui. Mais les autres personnes sont où? Est-ce qu'ils travaillent pour la police? Est-ce qu'ils sont élus pour la CAQ? Je ne sais pas. Non, mais pour moi, dans un certain sens, je ne sais pas où sont ces individus-là, mais ma réponse un peu, et c'est peut-être un peu une hypothèse, c'est que la police a repris le travail des skinheads. La police, c'est quoi la différence entre la police et un gang raciste? C'est un uniforme. Donc, les fascistes ont poussé la police de devenir plus violent et plus raciste. La police est devenue plus violente, plus raciste. Donc, mais eux, ils sont comme là pour protéger la communauté. Oui. Donc, mais est-ce que ça... ils protègent certaines communautés, j'en suis sûr. Mais est-ce que c'est ça qu'ils font dans un quartier comme Montréal-Nord, Saint-Michel, NDG? C'est comme... Ils créent une sorte de sécurité pour certaines personnes, mais beaucoup plus d'insécurité pour les autres. Et on peut parler de comme... On peut mettre ensemble l'insécurité que la police fait pour des personnes racisées, mais aussi pour des personnes en situation d'itinérance. La police consacre énormément de ressources à comme déplacer des personnes en situation d'itinérance, de briser leurs tentes. Et on présente les itinérants comme une menace pour la sécurité publique, alors que c'est les personnes
qui sont dans la plus d'insécurité dans notre société. Oui. Ils vivent dehors. Ils peuvent se faire comme violenter, Oui. ils vont cracher dessus. On a vu ce qui s'est passé avec l'autre restaurant où est-ce qu'il y avait juste une affaire de bouilloire qu'elle a juste pitché sur le gars. Ouais. Comme des choses comme ça qui est inacceptable. Là. Ouais. Donc, sécurité publique, mais c'est qui le public? Je pense que, tu sais, la sorte de question qu'on pose sur quelque chose, c'est comme on voit que, tu sais, c'est pas, peut-être tout le monde n'est pas inclus dans le public. Et peut-être, si on veut plus de sécurité pour tout le monde, il faut reconcevoir comme nos manières de penser, nos façons de faire. Donc là, tu as écrit le livre, il y a une bonne réception. Puis là, tu sais, il y a certains éléments, par exemple, que, tu sais, moi, c'est sûr qu'il faut que je puisse te poser cette question-là. C'est quand il y avait eu l'entrevue des frères Léon, c'est comme si eux, ils ont dit la création des Mastubi a été à cause des Bélanger. Puis quand il a donné cette phrase-là, ben c'est comme ça, en quelque sorte, il fallait qu'on se défende, puis qu'on a vraiment fait ça pour se battre contre le racisme ou les skins. Ben pour moi, cette phrase-là ne faisait plus de sens parce que lui, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Puis je pense pas que c'était l'approche de Beauvoir nécessairement dans son livre, mais que quand Hervé l'a dit, c'était comme tellement poignant. Fait que toi, quand il a dit ça, toi, qu'est-ce que tu as dit ou comment tu as perçu ça? Mais premièrement, j'ai beaucoup apprécié l'entrevue avec Hervé et Majak. C'est comme, il y a des éléments super importants dans l'entrevue. C'est comme, on parle du Black Power, par exemple, des âgés un peu qui protégeaient Montréal-Nord. Et on parle un peu de ça dans le livre. Et j'avais jamais entendu vraiment parler ou de savoir qui était. Puis c'est vraiment à la fin de l'entrevue que Hervé m'a dit, tu sais quoi, tu sais, c'est qui Puis là, il m'a dit le nom de Ronnie D. Je dis, ouais, mais Ronnie D est comme quelque sorte proche avec ma famille. I'm like, yo, I'm one text away from Ronnie D. Ronnie, boum, boum, boum. Parfait. Ça s'est fait comme ça, mais dans ma tête, je me dis, mais je pensais qu'elle allait me sortir un nom. Ouais. De Ronnie. Ouais, donc il y a des aspects de l'histoire qui sont sortis dans l'entrevue qui sont essentiels. Et c'est un travail que toi tu fais et que eux ils ont fait en se souvenant de l'histoire et de venir ici pour la rencontrer. Avec l'origine de Master B, c'est compliqué parce que c'est clair que ça entre en contradiction non seulement avec le mémoire de Maxime et les autres membres des Bélanger, mais aussi le mémoire de Beauvoir. Et il y a c'est compliqué parce que je pense que c'est peut-être, j'ai appris l'histoire des Bélanger à travers Beauvoir, pas à travers les frères Bélanger. Donc, peut-être l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Et c'est clair que il y avait beaucoup de personnes qui étaient membres de Master B. Les gens me disent, à un moment donné, il y avait comme 200 membres. Donc, tout le monde n'était pas là au même moment. Donc, ça se peut qu'il y a plusieurs histoires des Master B. Mais c'est ça que les frères Léon disent, c'est que Beauvoir était plus vraiment là comme ça. Puis c'était vraiment eux qui étaient comme en quelque sorte, pendant ce moment-là, genre le cœur ou la colonne vraiment des Master B. Donc, tu sais, le fait qu'il dit, ben, la création des Master B, ça a été à cause des Bélanger parce que puis après, c'est comme si, tu sais, à un moment donné, tu sais, parce que moi, j'ai vraiment apprécié l'entrevue que j'ai faite avec Maxime. Puis quand on avait comme partagé cette version-là de Hervé, c'est comme si le monde dit, ouais, moi, je me souviens vraiment des Bélanger. Ils sont venus, genre, dans le quartier, puis qui faisaient tout simplement nous freeze, ils faisaient tout simplement nous rob. Comme, ouais, c'est pas juste des gars, ils étaient comme pour battre, genre, comme des skins. C'était vraiment des personnes qui ont step up, puis que tu pouvais juste être là, puis ils te calaient, puis ils te volaient. Fait que c'est à tout ce côté-là où il y a des personnes qui sont exprimées pour dire qu'il y a peut-être une époque, oui, de défense de la communauté, mais il y a une autre affaire où est-ce que ben, tu les voyais, tu avais peur. Oui. Donc, on parlait un peu dans le livre, je pense que les frères Léon répondaient un peu à un propos de Maxime où il critiquait Majak. Donc, il fallait se défendre de Maxime. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme dans le livre, on essayait de montrer un respect pour tous les OG. Pour tout le monde. Donc on n'a pas beaucoup parlé des conflits entre les gangs parce que Maxime et moi, on a tous apprécié ce que ces groupes ont apporté à notre ville. Et quand on parlait des Master B, on parlait des conditions sociaux communes qui ont mené à ces gangs, des moments de solidarité qui ont existé, mais aussi des moments de conflit, évidemment, qui ont eu lieu.
Et ce que j'ai aussi apprécié dans l'entrevue avec les frères Léon, c'est le moment où ils disaient comme, mais c'est comme, on vivait dans la pauvreté. Les gangs étaient une réponse à ça. Il fallait trouver une façon de s'en sortir. Et tu sais, le proxénétisme, etc., c'était leur façon. Donc là, on voit que tu sais, il y avait des conditions communes dans plein de quartiers qui ont créé tu sais, la base pour des différents gangs. Pour offrir des façons de s'en sortir de la pauvreté et du racisme. Il y a eu des conflits, mais encore, c'est comme, dans le livre, on ne parle pas beaucoup des conflits. Quand on parle, on essaie de rencontrer leurs origines, qui sont souvent, tu sais, question d'ego. C'est des jeunes hommes, là. C'est comme, on va dire que, tu n'as pas me montré un respect, donc maintenant, je suis en conflit avec toi, ou il y a un conflit autour d'une fille, genre. C'est pas, on veut déconstruire l'idée qu'il y a des gangs qui ont des territoires et qui sont en guerre à cause de leur guerre de territoire. C'est ce que la police et les médias en racontaient. Mais de montrer que les conflits étaient des choses normales qui se produisent dans la vie des jeunes hommes qui ont un sens de pouvoir et d'identité dans leur groupe. Et d'essayer de montrer aussi comment la police a joué sur ces conflits pour nourrir ces conflits, pour créer des gangs qui étaient plus en conflit qu'avant, et tout ça pour profiter à la police et leur façon de rassembler des ressources pour faire de la répression. Puis, tu sais, aussi la partie, tu sais, dans l'entrevue avec Maxime, tu sais, quand il parle justement, de Marc, qui avait dit, ah ouais, tu sais, c'est des bandes de crétins, nanana. Est-ce que toi, quand tu avais vu cet extrait-là, tu étais comme, OK, comme ça, c'était pas comme quelque chose qui avait comme écrit nécessairement dans le livre, de cette. Parce que tu vois que ça l'affecte encore. Tu sais, tu vois que c'est quelque chose encore de présent. Il dit, ah, il a tranché mon frère, puis des bandes de crétins qui. Ouais. Que toi, quand t'as vu cet extrait-là, t'as fait comme, ouh. Mais l'événement a eu lieu. Donc... Ça a eu lieu, mais comment ça a été présenté, c'est comme si on n'a pas squash là-dessus, on n'a pas passé par-dessus ça. Dû le fait que les frères Léon sont venus parce qu'ils ont dit, mais tu ne vas pas venir nous insulter sur les réseaux sociaux. Et que là, c'est nos enfants qui voient ça. Puis que nos enfants disent, non, 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 tu vas aller voir justement Kéké et tu vas répondre. Parce qu'il dit, non, on n'allait pas nécessairement répondre à ça. Mais quand nous, on a vu nos enfants être affectés, on a dit, c'est quoi, on va envoyer ça, un message à Kéké pour, oui, nous raconter justement c'est qui les frères Léon, mais aussi de prendre l'opportunité pour dire, ben, après toutes ces années-là, le seul point que toi, tu veux comme accentuer, c'est pas pour dire, oui, il y a eu un conflit qui s'est passé, c'est que tu dis, oui, nanana, puis là, comme ces gars-là, ils allaient prendre tes petites filles et tout. Il dit, mais c'est quoi que tu essaies d'amener? Est-ce que toi, tu as vu que c'était comme délicat, ce passage? Mais je pense que, oui, si on regarde que l'extrait, on va voir Maxime qui parle. Mais l'entrevue, ce n'est pas juste ça. L'entrevue n'était pas juste ça. L'entrevue, il y avait beaucoup de trucs comme que je pensais pas qu'on allait aller aussi deep que ça. Oui. Vraiment vers la fin aussi, je trouve que les dernières minutes, c'est extrêmement puissant aussi. Oui, c'est pour ça que l'entrevue avec Maxime est puissante, mais c'est juste que, comme cet extrait-là qui parlait vraiment de ça, que les personnes ont dit, ouais, mais yo, c'est comme... Ouais. Il y a encore que... Moi, comment j'ai analysé les deux entrevues, c'est qu'on dirait qu'il y a encore... C'est pas une animosité, mais encore peut-être un ressentiment entre les frères Léon, puis peut-être Maxime, puis je pense que toutes les personnes qui ont vu les deux entrevues peuvent le comprendre. Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre ça, tu sais. Ouais, je pense que ça existe. C'est peut-être pas facile de digérer un événement comme ça. Mais clairement, c'est comme dans l'extrait, ça donne l'impression que Maxime, c'est comme il haït ces gens-là. Mais dans le livre, c'est pas comme ça. Et dans d'autres discussions que j'ai eues, c'est comme on essaie de tracer un portrait plus large des Bélanger, des Master B, et de ne pas mettre l'emphase sur des conflits. Quand c'est possible de parler des moments de solidarité et des conditions communes qui ont mené à ces deux groupes. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré justement les frères Léon? Parce que tu les dis à moi, pour l'histoire des Master B,
je vais pas laisser genre comme un auteur caucasien écrire mon histoire. Moi, ça va pas se passer. Toi, comment toi t'as vu ça? Parce que dans ma tête, ça, c'est une question qu'il faut que je pense à tête quand je vais le voir et tout. Toi, comment t'as vu ce truc-là? T'as pas pris personnel? T'as compris d'où il venait? C'est juste. Hein? C'est comme, mais pour moi, là, deux choses. Une, c'est que le criminologue de l'Université de Montréal qui écrit le livre un peu sur les Master B, lui, il a fait sa carrière à étudier les gangs de rue pour nourrir la répression de la police. Et donc, moi, je dis que il est mon ennemi, ce professeur-là, parce qu'il travaille pour la police. Il y a une personne comme moi qui est allée à l'école, mais il a voulu comme être solidaire avec la police. Et je pense qu'il y a des informations super intéressantes dans le livre, mais je pense que c'est pas l'histoire que Beauvoir aurait voulu raconter. C'est pas l'histoire que Beauvoir me raconte, où il y a des entrevues avec Beauvoir sur YouTube où il dresse un autre portrait du livre. Donc, c'est ça. Moi, j'ai voulu contribuer à une autre sorte d'histoire qui passe vraiment, qui met de l'avant la perspective des gens qui étaient impliqués et pas pour aider la police à réprimer des personnes au présent. Deuxièmement, je dirais que ce n'est pas le cas que moi, j'ai approché Maxime pour écrire un livre ou qu'il avait besoin de moi. Non, c'est fait de façon organique. C'était un partenariat vraiment où c'est comme Maxime apportait son histoire, ses relations avec ses anciens membres de gang. Moi, j'amenais mon propre connaissance sur la police et on a défini un projet ensemble. Donc, je pense que moi, j'aurais pu écrire un livre sur la police sans Maxime et Maxime aurait pu écrire un livre sur les Bélanger sans moi. Le livre qu'on a écrit, c'était le résultat d'un partenariat. Et quand tu regardes un peu, justement, les personnes qui vont écrire ou qui vont se mettre comme les experts, justement, de cette réalité-là, quand toi, tu vois Mariam Mourani, un peu le ressentiment de la communauté, est-ce que toi, tu comprends un peu d'où ça vient? Un peu le vibe? Non, encore que Mariam Mourani, je le vois comme un ennemi aussi. Wow! Parce qu'elle Openly like this. Oui, voilà. You can't censor it. Voilà. Parce que, je suis un professeur comme elle. Donc, on a la même position. On n'est pas dans ce monde-là, mais on essaie d'écrire, de faire des recherches. Mais elle s'est alliée avec la police et, pour avoir les informations pour essayer de pouvoir raconter une histoire, mais qui est vraiment comme bourré beaucoup de préjudices. Pour diaboliser des gangs, ce qui est aussi une façon de diaboliser des communautés racisées. Et comme toutes ces sources sont souvent, la plupart de ces sources, quand on écrit surtout dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est des sources policières. Des sources policières et de policiers douteux. Oui, mais la police ment. C'est comme la police... Comme si la police mentait pas, tu sais. La police a tout intérêt à mentir. C'est comme, il va pas mentir tout le temps, mais beaucoup. Donc, c'est pas une bonne source. Et pour moi, c'est comme, si on est un prof, si on a la liberté de faire des recherches et d'écrire, mais on devrait utiliser ces libertés pour contribuer à une lutte pour la justice. Et elle ne le fait pas. Puis c'est fou parce que quand je pourrais dire, t'es retiré d'une communauté, ben, tu t'en fous des répercussions. Puis je me rappelle une chose qui est arrivée dans les journaux. J'ai toujours me souvenir de ça. Puis j'avais partagé comme une nouvelle, tu sais. Puis là, je dis, oh, get, c'est fucked up. Puis il y a une fille qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, partage pas cette nouvelle-là. Elle dit, pourquoi? Parce que je connais tous les gars qui sont dedans, puis il y a plein de mensonges là-dedans. Mais toi, quand tu le partages, ça me fait plus mal parce qu'on te connaît puis tu es plus proche de nous. So, moi, je te dis, puis tu le savais pas jusqu'à aujourd'hui, je dis, ces gars-là, c'est mes gars. Et je te promets que c'est pas ça comme ça. J'ai effacé tout de suite. Puis ça, j'ai dit, get, il y a une approche que quand même que moi, je vais arriver, que je suis comme, je peux pas arriver puis juste parce que le monde va dire, tu sais quoi, Kev, on peut te donner cette version-là à toi, mais ne tombe pas dans le côté où tu arrives dans un moment où tu peux juste parler de quelque chose et être insensé parce que il va y avoir des dommages parce que toi, tu es carrément dans la communauté, mais il y a d'autres personnes qui sont comme, j'écris ça, puis on s'en fout, puis ouais, vous voulez tout simplement genre vous victimiser puis protéger. Non, c'est des personnes qui vont dire, non, j'ai donné la version parce que, oh ouais, c'est ça qui s'est passé, oui. Je suis comme, damn. Ouais. Donc, est-ce que Mariam Mourani est ancrée dans une communauté qui peut
la critiquer quand elle dit des mensonges au Journal de Montréal? Je ne crois pas. Non. Moi, je ne suis pas dans la communauté non plus, Mhm. mais tu sais, j'ai beaucoup d'amis C'est avec ça, lesquels tu essaies je suis d'être en sur le solidarité. terrain le plus possible. Oui, et d'être en solidarité avec les gens et partager ce que j'écris pour voir si ça aide à une lutte pour la justice ou non. Il faut avoir des relations. Si on n'est pas toujours là, même si on est toujours là, il faut avoir des relations avec d'autres personnes. Mais surtout, si on n'est pas toujours là, il faut avoir des relations pour savoir que ce qu'on a dit est aidant au lieu de nuisant. Puis, tu sais, selon ta connaissance, puis là, je pense qu'on a deux versions justement sur les couleurs. Il y a l'histoire justement de Maxime qui avait dit justement c'est par rapport à un match de soccer qui s'est mal déroulé. Ensuite, les frères Léon sont arrivés puis ils ont dit ben nous c'est avec le film Colors. Donc je sais pas de quoi ils parlent. Et Ronnie D est arrivé puis il a dit j'étais là durant le match de soccer. Donc Maxime qu'est-ce qu'il dit c'est vrai puis il a exactement dit écoute il y avait une des équipes de soccer c'était le père de Maxime là il a tout dit justement ce qui s'est passé à cause de quoi c'est à cause d'une forme de tête il a tout décrit le truc. Est-ce que toi, tu es capable de dire qu'il y a d'autres versions? Il y avait Laurent qui était venu là aussi, Bad Boy, il avait dit, lui, il sait qu'il y avait aussi à un moment donné un mouvement de la communauté latino qui sont arrivés aussi avec des couleurs. Donc, toi, comment toi, tu peux voir un peu la chronologie justement des couleurs? Mais je pense qu'il faut écouter toutes les histoires et à un moment donné, il faut choisir. Et je pense que l'histoire liée aux équipes de soccer a le plus de mérite. Mais peut-être pour les frères Léon, c'est comme ça, ce n'était pas la raison pour laquelle ils ont choisi des couleurs. Peut-être. Non, eux, ils disaient c'est que c'est venu officiellement les deux groupes qui sont venus avec des couleurs, c'est Compagnie B et CDP. Qui a dit que c'est eux qui sont arrivés, qui a comme, je pense, à travers le film Color, je pense que ça a installé une culture, mais que le premier conflit de couleurs est venu à partir de match de soccer, mais je pense pas qu'après, ça a été comme genre perpétué par des quartiers ou avec un nom spécifique. C'est vraiment à partir de Compagnie B puis CDP que là, on peut vraiment dire qu'on a deux groupes officiels qui se disent « je suis Blood, je suis Crip ». Oui, mais ils ont pris les couleurs parce qu'ils auraient pu Montréal-Nord aurait pu être bleu et Saint-Michel rouge. Mais ils sont inspirés aussi de les couleurs des équipes de soccer. Ouais, voilà. Non, je ne doute pas que... Il y a une racine, je pense que les deux sont... Je ne doute pas que le film Colors a joué un rôle, mais c'est intéressant que c'est devenu exactement les mêmes couleurs des équipes de soccer. Ça, c'est intéressant quand même. C'est comme inconsciemment, à la place de « Ah, ben le film Colors est là, mais yo, on est déjà à rouge. Yo, il y a mon oncle qui est... Fait qu'ils ont été aussi inspirés aussi par cette situation-là. Ah ouais. C'est super intéressant, ça. Et ce que je veux dire avec le film Color, c'est que vraiment drôle. Un des policiers que j'ai entrevué, qui était le directeur d'intelligence sur les gangs de rue en 1989-90, il dit comme... J'ai dit comme, mais comment est-ce que tu as appris comment fonctionnent des gangs de rue? C'était tout nouveau. Il dit comme, mais une chose qui était vraiment utile, c'était un documentaire que j'ai vu sur les gangs à Los Angeles. Ça s'appelle quoi? Il dit comme Colors. Ce n'est pas un documentaire, man, c'est un film d'Hollywood. Parce que ça n'avait aucun lien avec la réalité. Puis lui, il pensait ça que c'est une réalité. C'est une rêve. La police et les médias ont tendance à voir tout comme c'est les Bloods et les Crips, mais même pas les vrais Bloods et les Crips. Les Bloods et les Crips dans des films. C'est vraiment ça. Puis quand tu regardes, parce que là, tu as fait de la chronologie, puis là, tu vois un peu ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. C'est littéralement une autre politique, c'est une nouvelle façon d'opérer. Des quartiers qui n'étaient pas anciennement en conflit avec d'autres quartiers. Les couleurs ont probablement moins d'importance aussi, des nouvelles alliances. Toi, comment tu es capable de dire, OK, comme, est-ce que tu es capable de te retrouver ou tu es comme, OK, je voyais ça arriver? Ouais, mais je pense que Maxime l'a raconté, les frères Léon aussi, les gangs ont pris forme pour des raisons très spécifiques. Ensuite, ils ont servi à gagner de l'argent. Avec les Bélanger, comme Maxime a raconté, Ducarme Joseph a voulu vraiment créer un gang criminel. Il a très bien réussi. Il a fait ce qu'il a voulu faire. C'est la même chose que à Los Angeles ou à Chicago. Un groupe d'amis qui s'organise comme un gang pour une raison peut-être sociale,
mais ça peut aussi servir à un réseau de vente de drogue ou de vol de voitures. Donc, c'est lamentable, un peu tragique, mais normal que les gangs deviennent quelque chose d'autre. Ils se servent à une autre fin. Ça demeure que c'est une façon pour des gens qui sont marginalisés de sortir de leur misère. Et je pense que parfois, quand on parle de comme « Oh, mais les gangs de rue, blablabla », c'est comme « Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous préoccupe? » Je pense que parfois, c'est genre « On veut que cette jeune-là travaille à McDo pour 15 $ de l'heure avec un superviseur blanc. » On n'aime pas que les gens trouvent leur propre façon de gagner leur vie. Et évidemment, je ne célèbre pas tout ça. Il y a des choses mauvaises qui se passent. Je ne dis pas ça. Mais c'est où la préoccupation vraiment? Je pense que c'est des gens qui se tiennent ensemble pour gagner leur vie et trouver une forme de respect autrement. Et si on voulait vraiment réduire les aspects négatifs de cela, et l'aspect négatif pour moi, c'est la violence, encore, qui existe dans toutes les communautés et prend plein de différentes formes. Si on voulait vraiment comme réduire la violence, je pense que le départ serait pas d'essayer de mettre fin aux gangs de rue, mais aussi essayer de prévenir la violence. Et c'est un travail que Café Jeunesse Multiculturelle de Montréal fait chaque jour et qui parle d'épée dans RDP, comme des enseignants dans des écoles secondaires. C'est comme, il y a un travail qui peut être fait pour prévenir la violence, mais on doit traiter des personnes comme des humains qui sont rationnels, qui sont capables, qui sont attirés par la violence parce que c'est le meilleur choix qu'ils ont. C'est Robertson Bellus, qui travaille avec Beauvoir à Café Jeunesse, m'a dit une fois que dans 20 ans de travail de rue, il a vu juste un jeune choisir la criminalité. Ah ouais. Ce qu'il veut dire, c'est que pour tous les autres, les gens n'avaient pas de meilleures options. Il y a une personne qui avait des meilleures options, mais il a choisi la criminalité. Mais la personne dit, ouais, mais t'es au Canada, t'es au Québec, t'es pas aux États-Unis où est-ce que t'es vraiment comme ségrégué avec une condition où tu peux pas, là. C'est comme, tu peux aller prendre ton CV, aller work, puis tu sais, aller comme dans une affaire de formation. Fait que c'est comme s'ils disent, ouais, c'est comme si ici, on essaie de se trouver des raisons, alors de vraiment dire, ben regarde, dans le fond, c'est que tu t'es pas plus forcé. Toi, comment toi, tu Mais vois je ça? pense que si on regarde le résultat d'un travail de rue, un travail de soutien pour des jeunes et des jeunes adultes, on voit comment c'est comme ça peut aider quelqu'un à prendre un autre chemin. Donc, pour moi, ça veut dire que le chemin n'était pas ouvert pour l'individu auparavant. Je suis sûr, comme c'est logique de dire que on n'est pas au Mississippi, c'est pas horrible ici, et c'est mieux aujourd'hui que c'était dans les années 80, comme Maxime a dit aussi. Ouais, genre, c'est sûr. Il y a plus d'opportunités c'est aujourd'hui. pas impossible de comme trouver un job à McDo, peut-être aller au cégep, etc. Mais ça reste que il y a un taux de chômage très élevé, que des personnes racisées sont plus exclues des opportunités dans l'éducation et le marché du travail. Et ça reste que si on investit dans le travail de rue et de soutien, on voit le résultat, que des gens vont faire d'autres choix. Et peut-être, dans une période, ils vont rester impliqués dans une gang de rue. Mais il y a quelqu'un là pour lui dire comme, peut-être ce conflit avec l'autre gang, là, peut-être ça te profite pas. Peut-être tu peux juste comme continuer à vendre de la drogue et comme, et peut-être retourner à l'école plus tard. Je dis pas que les travailleurs de rue vont encourager des gens de continuer, mais ça prend comme point de départ une forme de respect pour les choix que quelqu'un a fait et de soutenir la personne pour ouvrir d'autres options pour la personne qui sont attirants pour la personne. On voit un peu, c'est les derniers groupes que tu vois qu'ils ont justement ces situations d'intégration, que tu vois que là, il y a beaucoup d'éléments qui se passent avec eux. C'est la communauté maghrébine, tu vois, dans l'est de Montréal, où tu vois que on dirait l'histoire se recommence, un peu de récits de quartier avec là, c'est un nouveau quartier entre eux, il y a des couleurs qui commencent à s'attribuer, il y a un nouveau groupe qui arrive qui s'appelle Arab Power qui arrive et tout. Fait là, c'est comme si un peu l'histoire se continue, mais avec eux en ce moment. Oui, oui. Donc, ça existe, évidemment. Comme il existe des petits gangs dans la communauté maghrébine et c'est comme il y a des affaires qui se produisent qui sont très néfastes pour plein de monde. Mais en même temps, c'est comme, on peut le mettre regarder le contexte et c'est très similaire que les années 80 dans la façon qu'on voyait des gangs de rue haïtiens. Ça fait 2 ans qu'il y a un génocide à Gaza soutenu par le Canada et le Québec. Donc, c'est des
blancs principalement qui font une énorme violence contre les Arabes. Et de quoi est-ce qu'on parle? On parle des Arabes violents dans notre ville. C'est intéressant comme façon de détourner l'attention de notre violence envers leur violence, de les voir comme des monstres, alors que commettre un génocide, c'est très monstrueux. Genre. Donc, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent, mais je pense que la préoccupation médiatique, préoccupation de la police et de la CAQ, des forces nationalistes, c'est de mettre tout de blâmer des personnes arabes pour des conditions qu'on a créées comme société et de détourner l'attention de nos propres violences contre eux, ici et au Gaza. Tu sais, puis je me rappelle aussi, tu sais, il y avait un groupe à Québec que, tu sais, ils étaient littéralement, genre, tu sais, tellement, tu sais, comment ils ont présenté des gars-là, c'est comme, les gars faisaient probablement ce que beaucoup de personnes faisaient déjà, mais ils étaient devenus, genre, comme les populaires du pimping, puis de la prostitution, puis que ils ont créé, je pourrais dire, une escouade policière vers eux, puis que c'est comme si, à partir de ce moment-là, dès que tu étais noir à Québec ou tu étais un gars de Montréal qui allait à Québec, c'était l'enfer absolument. Tu pouvais pas marcher à la ville de Québec sans qu'on te dise que tu n'es pas un gang de rue, tu viens de recruter des filles pour aller faire danser. Et c'était extrêmement incroyable. Mais à la fin de la journée, c'est tout les articles spectaculaires de ce groupe-là avec leur face, le groupe XYZ sont en train de pouvoir. Puis là c'est comme protéger vos petites filles parce que hey, un noir avec des dreads, là, c'est la merde. Oui. Et j'ai parlé sur un panel avec Webster, le rappeur, Ali Denaye, hier. Et moi, je parlais de livre que j'ai écrit avec Maxime, et lui, il parlait de tout ce profilage qui s'est produit à Québec dans 2000, 2005, 2000, whatever. Et comme il a dit exactement la même chose, que Webster n'était pas impliqué dans les gangs de rue, il était un rappeur. Mais la police voyait tous les gens avec un style hip-hop comme un membre de gangs de rue. Donc, on a criminalisé le hip-hop. Oui, absolument. Puis c'est fou comment le hip-hop a été tellement démonisé ici qu'il fait en sorte que ça ne va pas d'un autre niveau, tandis que dans d'autres pays, tu vois qu'il y a eu des programmes qui ont comme soutenu les artistes à venir à un autre niveau, tandis qu'ici, ben, comme tu dis, communauté, gang de rue, communauté hip-hop, automatiquement, ah non, ça, on sait que ils font pas la différence et là, ça tue littéralement une culture. Oui. Il y a des criminologues à l'Université de Montréal encore qui disent que cette vague de violence armée qu'on a vue est le résultat de culture de hip-hop. Tandis qu'il n'y a même pas une statistique qui montre comme ça que quand moi j'ai écouté du hip-hop, j'ai plus tué. Aussi, le hip-hop est aussi fou que ça. Ben, tu sais, là, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes caucasiens qui écoutent du hip-hop. Tout le monde écoute du hip-hop aujourd'hui. Ils ont tué leur nanny avec ça? Oui, non, tout le monde écoute le hip-hop. Donc, je ne pense pas que le hip-hop nous amène à comme, tirer sur quelqu'un. Mais c'est facile de le blâmer. Oui, mais on voit dans une vidéo quelqu'un avec une arme à feu et on va présumer que quelqu'un qui écoute la vidéo va acheter une arme à feu. Alors que c'est totalement possible de voir ça et juste comme aimer la musique et le portrait, le vidéoclip, pas d'acheter une arme. C'est fou. Avec un dernier point, j'écoutais une entrevue avec un rappeur qui s'appelle China Mac, que lui, c'est un ancien rappeur, puis que je pense qu'il faisait partie genre des White Tigers, je pense, ou un groupe asiatique criminel. Puis lui, il a dit, la raison pourquoi que notre famille puis notre communauté, que de génération en génération, tu vois que les gangs sont en train de décuire, c'est que notre condition sociale augmente tellement, la richesse se partage tellement en communauté, on n'a pas l'opportunité de partager l'héritage criminel à nos enfants parce que nos enfants sont plus dans le hood. Ils sont comme dans l'affaire taekwondo, ils sont dans l'affaire de piano, ils sont à une autre université. Fait que nous, qu'on aurait pu leur donner, mais très jeunes, on a réussi à les placer dans d'autres endroits ou d'autres sphères qui font en sorte que ça ne vient pas littéralement genre une condition qui devient générationnelle. C'est qu'à un moment donné, ça fait tout simplement se dissiper. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose aussi qui peut régler aussi oui, absolument. les enfants et tout? Parce que ça retourne à ça pour dire conditions
marginalisées, communautés, moins d'opportunités, qui font en sorte que... Oui, oui. Parfois, c'est comme les gens vont parler des deux réponses à la violence, répression et prévention. Mais pour moi, c'est comme... Mais prévention, c'est juste justice sociale. Si des gens ont des bonnes conditions de vie et des bonnes opportunités, ils vont moins avoir tendance de choisir la violence. Alors, il va toujours avoir des actes de violence parce que ça existe même dans des communautés très privilégiées, mais beaucoup moins. Donc, c'est clair que ça, c'est la solution. Mais pourquoi est-ce que le système ne veut pas offrir une justice sociale à ces personnes-là? Ils veulent leur offrir la police comme solution. Comme solution. C'est une très bonne question, ça, que vous allez devoir aller à la maison. Est-ce qu'il y a un projet que là, tu travailles prochainement pour les prochains mois, prochaines années, un peu? Mais j'essaie de suivre l'élection municipale parce qu'il y a l'élection au début de novembre et je suis pas très impressionné par Ensemble Montréal qui revendiquait beaucoup plus de policiers. Je suis pas très impressionné par Projet Montréal qui ont pris la politique sur la police de Ensemble Montréal qui était effectivement écrit par la Fraternité des policiers et des policières de Montréal. Il y a une troisième partie, Transition Montréal, qui est plus intéressant. Avec Rick Sauvé, je pense. Oui, c'est ça. Mieux sur la police et je pense que sur le logement, c'est une itinérance, etc. Mais j'essaie de suivre la campagne et d'intervenir sur les réseaux sociaux et écrire des textes pour la presse et le devoir et organiser des événements publics pour que les gens puissent parler de leurs préoccupations qui sont liées aux politiques municipales. Et j'espère que les écouteurs de Kéké Show vont suivre l'élection et trouver qui parle des enjeux qui sont présents dans les communautés de Kéké Show. Let's go. Je pense pas que ça va être un peu marginalisé parce que les partis politiques ne prennent pas au sérieux ces enjeux, mais peut-être il va y avoir des opportunités, des ouvertures et peut-être on peut les pousser de prendre, mettre plus d'emphase sur des conditions qui existent dans ces communautés-là. Ted, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. And we out, guys.